Bien, merci, merci beaucoup. Je fais concours après le temps et dans cette histoire de DNC, le temps, c'est important. Alors, un bilan. Alors nous avons, 7 mois de crise DNC derrière nous. Est-ce qu'elle est terminée? Ça reprend bien, la direction, mais l'histoire n'est pas encore finie. Alors, sur les 7 mois, ma présentation sera globalement en 2 parties. Une partie, très factuelle, hein, des chiffres et des cartes. Et puis, dans une deuxième partie, je donnerai peut-être un peu plus d'épaisseur, sur un sentiment, personnel, sur ces 7 mois de crise passée et de crispation. Alors 3 dates de début assez importantes sous un format tricolore. D'abord le 20 juin, l'alerte. Le 20 juin, l'Italie déclare son premier cas de son histoire de DNC en Sardaigne. Le 29 juin, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez le 29 juin, mais moi je me souviens très bien que c'était un dimanche et à 7h10 du matin, Philippe Caufour du LNR m'appelle et me dit: «Le résultat est confirmé» et nous avions notre premier cas de DNC de notre histoire sanitaire. Gros feu rouge. Et puis je termine cette diapositive, et on est toujours en juillet, hein, donc c'est vraiment tout le début. Le 18 juillet, les premiers bovins étaient vaccinés, ce qui est absolument inédit. Le très faible temps passé entre le moment où on a notre premier foyer et le moment où les premiers bovins sont vaccinés, le vendredi 18 juillet. Alors le feu orange, le 20 juin, bien, ça nous a rendu service finalement, parce que le fait que l'Italie, Sardaigne, pas très loin de la Corse, et son premier cas, ça a généré une alerte chez nous. Et le 23 juin, c'est un lundi, j'envoyais le premier mail DNC Flash Info à la communauté OPA-OPV et monde scientifique, doublé au DDPP et DDSV. Et ce premier DNC Flash Info, premier d'une série d'une centaine, donnait l'information de la situation en Italie, c'est normal, et se poursuivait en disant, voilà, nous demandons à tous les éleveurs de bovins d'être vigilants vis-à-vis de cette maladie et nous demandons à tous les vétérinaires d'être également vigilants. La demande faite aux éleveurs, c'était de signaler les signes cliniques évocateurs de DNC à leur vétérinaire et la consigne aux vétérinaires, c'était de signaler cette suspicion à leur DDPP pour suite à donner, c'est-à-dire prélèvement officiel, analyse, etc. Alors ce premier cas résulte, et on a eu le témoignage tout à l'heure du vétérinaire qui a le premier, merci docteur Bouchard, signalé ce premier foyer. Alors on pourra dire on a eu beaucoup de chance puisque l'éleveur a pensé à appeler son vétérinaire sur quelque chose qui n'était pas non plus, on va dire, exceptionnel. Hein, c'était pas des aftes dans la bouche, elle bavait le boîte. Et le vétérinaire a pensé aussi à cette maladie où il n'y avait aucune raison d'y penser, sauf que ça faisait une semaine qu'on avait signalé qu'il y avait un cas en Italie. Et puis, troisième chance, on avait des vaccins prêts, pas à fabriquer, prêts dans les armoires, disponibles, et en plus gratuitement. Alors on peut dire on a eu de la chance que l'éleveur ait pensé à signaler au vétérinaire, on a eu de la chance que le vétérinaire ait pensé à cette maladie, on a eu de la chance qu'il y ait des vaccins. Au bout d'un moment, on peut croire qu'on a beaucoup de chance, mais au bout d'un moment, on peut croire aussi que, même si j'entends dire on n'était pas prêt, que d'une certaine façon, la communauté des éleveurs qui pensent à informer leur vétérinaire sanitaire, ben c'est aussi un héritage de tout ce que vous faites au quotidien sur ces maladies ou sur d'autres, et qui vise à sensibiliser les éleveurs à des maladies contagieuses, épizootiques, majeures. Il y a des mails DNC Flash Info, mais vous savez, si vous en êtes destinataire, qu'il y a des mails PPA Flash Info, des mails IHP Flash Info, il y a eu des mails FA Flash Info, et prochainement, il y aura certainement des mails PPR et Clavelé Flash Info, avant l'Aïd et avant la Pâques, pour attirer l'attention sur l'origine de ce qu'on achète. Alors, maintenant des chiffres, je vous en ai promis. Donc, à date, nous avons eu 117 foyers de DNC en France, dans 82 élevages. Alors, un foyer, c'est une unité épidémiologique infectée. Ça peut être un pré, un bâtiment, une estive.
certains éleveurs, vous voyez, 82 élevages versus 117 foyers, c'est-à-dire que certains éleveurs ont été touchés 2 fois, 3 fois, 4 fois et 2 d'entre eux même 5 fois. Donc 5 unités épidémiologiques distinctes. Dans 11 départements, 3 régions. Aura, qui a quand même 80 des 117 foyers. C'est important de relever que c'est 80 sur 117, parce que les éleveurs de Savoie, vous les avez pas beaucoup entendus, hein? Un peu quand même, mais rien par rapport à l'Occitanie. Et sans vouloir atténuer les choses, avec 29 foyers sur les 117, on aurait l'impression que la DNC n'a été qu'en Occitanie dans cette crise. La Bourgogne-Franche-Comté aussi a eu 8 foyers, 7 dans le Jura, 1 dans le Doubs. Dans le Jura, 6 dans une commune et 1, le 7e, dans la commune voisine. Vraiment, ça a été circonscrit, très localisé. Ça ne s'est pas échappé. Vous voyez le sérieux aussi qui a été fait quand ça reste dans une seule commune. Évidemment, compte tenu du fait qu'il y a 11 départements frappés, il y a eu des sauts liés à des mouvements illicites à grande distance, puisque vous savez que les insectes vecteurs ne font pas 100 km tout seuls. Le virus est dans un bovin qui est lui-même dans une bétaillère, au volant duquel quelqu'un n'a pas respecté l'interdiction stricte de quitter une zone réglementée. Il n'y a jamais eu de dérogation pour quitter une zone réglementée, sauf pour aller à l'abattoir. Et donc, il y a eu des sauts illicites, et c'est excessivement regrettable. Vous avez là, par semaine, l'évolution du nombre de foyers, et vous voyez une jolie courbe de Gauss au départ, avec sur quelques semaines une montée fulgurante, un plateau plusieurs semaines. C'est au cours de ce plateau qu'on a atteint plus de 75% des bovins vaccinés dans les Deux-Savoies, et ensuite, c'est une chute brutale. Et on pensait en être sorti à la fin de l'été, parce que l'air de rien, dans les Savoies, avec leurs 80 foyers, ou leurs 76 Savoie plus Haute-Savoie, en 2 mois, premier foyer le 29 juin, dernier foyer le 22 août, donc en 2 mois, c'était éteint, c'était assaini, c'était fini. En 2 mois, en Savoie, qui est quand même l'été au plus fort de l'activité vectorielle, au plus difficile pour mener des campagnes de vaccination, parce que les uns et les autres aussi, en plein été, il y a des vacances, et aussi parce qu'en matière logistique, les bovins étaient en estive. 2 mois et ça a été réglé. Et vous voyez qu'on a eu une fin d'été, un début d'automne très tranquille et très serein. Et patatras, ça reprend en octobre et vous avez une sorte de queue de comète qui est sans commune mesure avec les pics épizootiques de cet été, mais vous avez un fond qui s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui a occupé un grand nombre de départements. Vous voyez par exemple pour Aura, 4 départements touchés pour 80 foyers, et en Occitanie, vous voyez quand même qu'il y a 5 départements touchés, avec des nombres très faibles de foyers, mais ça compte pour un. Alors sur ce graphe, qui a d'ailleurs été fait par Jeanne Bougère, vous trouvez les événements qui ont relancé la machine, ou qui annoncent des bonnes nouvelles. Voilà. Donc par exemple le premier cas dans l'Ain, le premier cas dans le Rhône, unique. Les premiers cas dans les Pyrénées-Orientales, très loin des clusters savoyards. Le petit bond dans le Doubs, à peine une vingtaine de kilomètres. Et puis ensuite, vous trouvez un cas dans l'Aude, 3 cas en Ariège, Lot-Garonne touché, un cas dans les Hautes-Pyrénées. C'est quand même des départements limitrophes, mais il y a quand même de la distance entre ces cas, entre ces foyers. Vous retrouvez le même graphe, mais avec cette fois le nombre de bovins dépeuplés, qui est un sujet qui a été ultra sensible. Eh bien, pour 117 foyers, ça représente 3518 bovins. 60% d'allaitants, 40% de laitiers. Les laitiers en Aura, les allaitants, on va dire plutôt en Occitanie. La moitié de ces foyers ont compté 10 bovins au maximum dépeuplés, mis à mort, sur place.
et quasiment 2/3 moins de 20 bovins. Alors je ne veux pas, on va dire commenter ces chiffres. Pour l'éleveur, même un bovin dépeuplé, c'est toujours un drame. C'est une injustice et c'est vécu de façon très, très douloureuse, notamment pour les bovins et plus encore pour les bovins laitiers. Mais vous voyez que dans quasiment 2/3 de cas, il y avait moins de 20 bovins concernés et dans 50 il y avait 10 bovins au maximum. Les éleveurs n'ont pas perdu la totalité de leur cheptel, n'ont pas perdu la totalité de leur génétique. On en connaît bien un entre là aussi, qui a été touché 2 fois. Ben, il avait en estive des bovins qui n'ont jamais été affectés et il a pu redémarrer sa production avec un noyau de génétique bien connu. Évidemment, la répartition, elle est à la lumière du nombre de foyers. 2000 bovins dépeuplés en Haut-Rhin, la moitié en Occitanie, et vous voyez que ce n'est pas du tout proportionnel à l'impact médiatique et psychologique. Hein. Il y a eu aussi des infirmations. Ça, c'est important de parler des infirmations parce que c'est la surveillance d'une certaine manière. La surveillance, elle a été faite à plusieurs titres. Lors de la vaccination, hein, chaque fois qu'il y a une vaccination, le vétérinaire vérifie le bon état de santé des animaux et ça peut être l'occasion de voir une suspicion. Lorsqu'il y a des foyers, il y a des enquêtes épidémiologiques qui sont faites et il y a une surveillance renforcée qui est faite autour des foyers. Ça peut déclencher des suspicions. Et puis la base, c'est l'éleveur, sentinelle de son élevage, premier responsable de l'état de santé de ses animaux, qui signale à son vétérinaire des suspicions. Eh bien, nous avons eu 117 foyers et à côté de ça, 738 suspicions négatives, dont 257 qui étaient de la PCR d'IVA positive à la souche vaccinale, c'est-à-dire en fait un effet secondaire de la vaccination. Des suspicions, on n'en a pas eu que dans les départements touchés par la DNC. Nous n'avons pas eu des suspicions uniquement dans les zones vaccinales avec effet secondaire. On a eu aussi 44 départements qui étaient en zone indemne, qui ont fait une petite centaine de suspicions chacun. Et je peux vous assurer que les résultats de laboratoire étaient attendus avec une certaine fébrilité. Alors vous avez une carte qui n'existe pas. Cette carte représente toutes les zones réglementées qu'il y a eu en France. Alors je dis elle n'existe pas parce que cette carte n'a jamais eu lieu à un jour X. D'accord ? Parce que lorsqu'on avait, par exemple, les zones réglementées en Occitanie, en Aura, ils avaient déjà levé leurs zones réglementées. Mais cette carte, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue, le maximum de la crise. On a eu en zonage donc 3 régions avec de la DNC, hein, Bourgogne-Franche-Comté, Aura et Occitanie. On a en plus 2 régions où il y a de la vaccination, mais pas de foyer, donc la Corse, et puis 2 départements de la Nouvelle-Aquitaine, hein, la fameuse ZV1, zone vaccinale 1. La différence avec la zone vaccinale 2, c'est la zone vaccinale 1, c'est des départements ou des zones où il n'y a jamais eu de foyer, et la zone vaccinale 2, c'est la zone qui résulte de la levée des zones réglementées. Ça fait quand même 22 départements, ce qui est quasiment un peu plus d'un département sur 5 en France. Personne n'a ignoré cette maladie. Aujourd'hui, même c'était pas aujourd'hui, c'était le 1er février, ça a évolué depuis. Donc voilà la situation. Donc Aura, Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a plus aucune zone réglementée. La zone réglementée, c'est celle avec une pastille rouge de 20 km autour des foyers, une pastille verte de 50 km autour des foyers. Eh bien, au bout d'un moment, sous certaines conditions, tout ça s'est levé. Les conditions de mouvement s'assouplissent et on devient zone vaccinale 2, là, en bleu sur la carte. Dans la région Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, donc vous avez ce cordon avec 7 départements où il y a une zone vaccinale 1, on va dire préventive, et des zones réglementées. La zone réglementée 3, on va dire historique dans les Pyrénées-Orientales. La zone réglementée 6, c'est celle qui résulte des foyers dans les Hautes-Pyrénées, dans l'Aude, dans la Haute-Garonne et en Ariège. Et puis vous voyez un petit bout d'un héritage de nos voisins espagnols qui s'appelle la zone réglementée 7. C'est simplement qu'il y a un foyer qui est d'ailleurs postérieur au dernier foyer français, de l'autre côté de la frontière espagnole, et la bande des 20 km et des 50 km mort sur la France. Voilà. Et vous avez vu que sur la carte, on commence à lever la zone réglementée 6, où on a une partie de zone vaccinale 2. Et puis là, c'était le 1er février. Aujourd'hui, on est le 5.
Eh bien, la différence entre cette carte à l'écran et la réalité d'aujourd'hui, c'est que les 2 zones de protection rouge en ZR6 n'existent plus, elles ont été levées et on a une zone de surveillance unique. Alors, la stratégie, vous la connaissez, je ne vais pas la détailler, hein, les piliers, c'est d'abord la détection précoce, hein. Si on loupe le début de la maladie, eh ben, on prend du retard sur l'éradication. L'éradication, c'est bien l'objectif, hein. On ne veut pas vivre avec, on ne veut pas la maîtriser, on ne veut pas la contrôler, on veut l'éradiquer. Elle n'était pas en France avant le mois de juin, faut qu'elle quitte notre territoire le plus longtemps possible. Donc la détection précoce, c'est le démarrage. Et puis, bah, si le foyer est confirmé suite aux analyses officielles, les fameuses zones réglementées, et là, les mesures phares, c'est l'interdiction de mouvement, ne quitte pas cette zone réglementée, et il y a des restrictions assez fortes de mouvement à l'intérieur de cette zone réglementée qui s'assouplissent au fil du temps. Là, le pilier, hein, ou un des piliers, c'est le dépeuplement total et sur place de l'unité infectée. Et puis la vaccination massive et rapide, elle a toujours été massive et toujours été rapide. Et je note le mot de Stéphanie Philizot lors de son intervention. Elle a dit le mot succès. Avoir un mot positif, c'est rare, hein, dans cette histoire, hein. Donc je voudrais le dire. Donc en parlant de la mobilisation de la profession vétérinaire dans la campagne de vaccination, côté SNGTV, succès est le qualificatif ou la résultante de cette opération. Et c'est vraiment, je tiens à le souligner parce que on a eu plus d'orties que de lauriers. C'est important de le dire. Un point très fort, hein, la communication, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les piliers, c'est bon, vous l'avez vu. Pour ceux qui sont en CNOPSAV, ça c'est une diapositive qui a été faite au mois d'août, hein, donc elle date un petit peu, mais elle est toujours vraie. En gros, vous avez 2 moments dans les mesures de gestion. Vous êtes en rouge, vous êtes en bleu. Okay, vous êtes en rouge, ça veut dire qu'il y a des foyers, vous avez des zones de restriction, hein, la zone de protection et la zone de surveillance. Et puis au bout d'un certain temps, quand la situation est stabilisée, on peut lever cette zone réglementée. Elle passe en bleu, hein, le bleu turquoise que vous avez vu, en zone vaccinale, dite zone vaccinale 2. Là, le monde change pour les éleveurs qui sont à l'intérieur de cette zone vaccinale parce que contrairement à avant, ils peuvent quitter sous condition cette zone vaccinale et aller en zone indemne, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et on en est là aujourd'hui, en Europe, Bourgogne-Franche-Comté, et on tend vers cela d'ici la fin du mois en Occitanie. Eh bien, lorsqu'on est en zone vaccinale 2 ou 1 d'ailleurs, il y a une autre étape qui est devant nous, qui n'a pas encore eu lieu. C'est le moment où la ministre dira on arrête la vaccination dans la zone concernée. Arrêter la vaccination, ça veut dire la rendre interdite. Et là, ça s'appelle toujours une zone vaccinale, mais on bascule dans ce qu'on appelle la période de recouvrement du statut indemne, qui est de 14 mois lorsqu'on est en ZV1 et 14 mois et 8 mois qui est de 14 mois lorsqu'on est en ZV2 et de 8 mois lorsqu'on est en ZV1 à compter de la date d'arrêt de la vaccination. Aujourd'hui, il n'y a aucune décision qui est prise d'arrêter la vaccination. Donc cette période de 14 mois ou de 8 mois n'a pas encore débuté. Et pourtant, ça elle est importante parce que c'est le J0 qui nous permettra 8 ou 14 mois plus tard de changer la couleur bleue en couleur blanche, indemne. Fin des restrictions. Parce que même si on est en zone vaccinale et qu'on peut sortir vers la zone indemne et même sortir de France, il y a quand même des conditions, notamment celle d'être valablement vacciné. Depuis 28 jours, au moins. Et pendant cette période de recouvrement, on va faire quelque chose d'important, une surveillance particulière dans les zones vaccinales, anciennes zones réglementées ou ZV1, pour vérifier qu'il n'y a pas une circulation virale. Et en particulier, c'est des animaux jamais vaccinés, puisqu'on a arrêté la vaccination comme des sentinelles. Des restrictions de mouvement, là, c'est une diapositive qui vous donne juste les références réglementaires. La campagne de vaccination, donc bravo la profession vétérinaire aux côtés des éleveurs. Tout de suite, ça a bien marché, massivement. Il y a des périodes compliquées, vacances d'été, vacances d'hiver. En Haut-Rhin, tout le monde est vacciné. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est pareil. En Corse, on a dépassé les 3/4. Et en région Occitanie, on a dépassé les 96%. Alors quand je dis tout le monde est vacciné 100%, il y a bien quelques-uns récalcitrants qui font le 3e chiffre après la virgule, hein. Ça existe. On met la pression parce que personne ne doit échapper à la vaccination, elle est obligatoire. Un petit peu d'avenir. Donc je vous ai dit, depuis le 3 février, la diapositive en haut du milieu, on n'a plus de zone réglementée en zone réglementée 6, ce qui fait dire que nous n'avons plus en France à date de zone de protection, les 20 km, liées à un foyer en France.
on a encore le petit bout de zone de protection lié au foyer en Espagne qui est proche de la frontière. Le 9 février, lundi, jour du CNOPSAV, on va avoir un petit bout de la ZR3 hein, qui est dans les PO, petit bout de la ZR3 qui n'est pas emporté par la ZR7 espagnole, hein, qui va passer aussi en zone vaccinale. Le même 9 février, on aura atteint officiellement l'immunité collective dans la zone vaccinale 1, le cordon hein, de l'Atlantique à la Méditerranée. Les bovins valablement vaccinés pourront sortir cette fois en zone indemne. Le 20 février, veille du salon d'agriculture, la zone de surveillance 6 sera levée, hein, donc c'est un grand morceau, pour rejoindre la zone vaccinale 2. Et puis pendant le salon d'agriculture, si évolution favorable de la situation à la fois en France et en Espagne, on lève le petit bout de Z réglementé 7, et là, on n'a plus aucune zone réglementée en France. Alors voilà, ça c'était les faits, des cartes, etc., de façon factuelle. Maintenant, quelques marqueurs à chaud. Le plus important, le plus saillant, c'est le volet psychologique de cette affaire. C'est le plus fort. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 4 soutiens essentiels, cruciaux, vitaux dans cette histoire. Le soutien psychologique, le soutien financier. Hein, il faut indemniser les éleveurs foyers, il faut payer les vétérinaires pour les actes. Et le soutien technique. Le soutien technique, c'est simplement faire preuve de pédagogie et pouvoir expliquer aux uns et aux autres pourquoi on prend ces mesures, quelles sont les conditions pour sortir. C'est pas facile si on est en ZP, en ZS, si on est un veau, si on est vacciné, etc. Donc, c'est le soutien technique. Donc, le premier, le soutien psychologique, le second, le soutien financier, le troisième, le soutien technique, il y a eu beaucoup de webinaires, et le quatrième, de nouveau, je remets le soutien psychologique parce qu'il compte pour tout. Il est fondamental. Ben, il a été assez intense. Hein. Il commence par l'annonce aux éleveurs de la mauvaise nouvelle. Le résultat est défavorable. Je pourrais expliquer comment on fait, mais c'est assez normé, hein, avec la Chambre d'agriculture, avec la MSA et d'autres. Le soutien humain est important. On n'annonce pas à l'éleveur par téléphone, par mail, c'est sur place, c'est pas le soir. Si on a le résultat dans l'après-midi, il vaut mieux entendre le lendemain matin pour ne pas laisser l'éleveur tout seul. Et ça s'organise, ça. Il faut être dans une délégation suffisante, mais pas trop nombreuse non plus. Donc, à minima, c'est des représentants des éleveurs avec la Chambre, la MSA pour la valence psychologique, la DDPP qui représente l'État. Et puis, on a parfois, assez régulièrement, le GDS qui est présent, et aussi le vétérinaire traitant ou sanitaire qui peut être là, parce que l'éleveur le souhaite. Alors, les mots sur ce psychologique, il y a de l'incertitude, il y a énormément d'incertitude. D'où ça vient? Qu'est-ce que je vais devenir? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et pourquoi moi? De l'incertitude qui génère de l'inquiétude, de l'incompréhension, de la défiance. Les dépeuplements, c'est toujours un traumatisme, un choc. C'est une souffrance. Il y a eu de la méfiance, de la colère. Il y a eu des clivages. Certains étaient en soutien de la politique de l'État et de la stratégie d'éradication, d'autres non. Il y a eu des refus, évidemment, des refus de dépeupler, mais des refus aussi de vacciner. Il y a eu des blocages, hein, des chantiers de dépeuplement ont été bloqués, barrés. Il y a eu des grandes manifestations dans les élevages, dans des élevages non encore dépeuplés, c'est-à-dire avec du virus actif, au moment où on avait parfois 1 millier de personnes sur place. Alors je dirais que l'incertitude, l'inquiétude, l'incompréhension, la souffrance, la méfiance, le questionnement et la colère sont tout à fait légitimes dans cette histoire. En revanche, quand on pense à la dégradation des biens, il y a eu des tags, il y a eu des cliniques vétérinaires qui ont été taguées, il y a eu des GDS qui ont été tagués avec des mots durs, collabo, veto collabo, de l'agressivité, c'est inacceptable, et parfois même des menaces verbales et physiques. Et physiques. Et des mots très très durs verbalement. Vous en avez été aussi victime. Et ou d'autres. Voilà. Et c'est de la menace de mort. Hein. Dans un autre temps, la tête sera au bout d'une pique, ça a été dit. Alors, mais parfois, parce que il ne peut pas y avoir d'éradication de cette maladie sans dépeuplement sur place des foyers, eh bien, il y a eu du recours à la force.
c'est difficile, vraiment très difficile. Et par rapport aux menaces physiques et verbales, il y a évidemment eu des dépôts de plainte. La communication, c'est un point fort, c'est un marqueur aussi très important de cette crise. Beaucoup de communication, énorme, de tout le monde. Tout le monde est devenu vétérinaire ou tout le monde est devenu éleveur en ayant vu une vidéo de 3 minutes. Tout le monde a un avis sur tout. Et la parole scientifique est devenue affaiblie, voire inaudible, tellement il y avait un tsunami de positions, de contre-vérités, d'allégations, de fake news, de désinformation, et en particulier sur les réseaux sociaux, avec un effet des multiplicateurs très important, et on court derrière. Une communication comme ça, c'est vraiment très difficile à contrarier. Et pour autant, il y a eu vraiment une forte médiatisation, et beaucoup sont allés sur les plateaux, sur les radios, sur les terrains, pour témoigner devant les médias, avec une parole claire, voilà, limpide. Certains étaient déjà convaincus, d'autres ont commencé à douter, et puis il y avait toujours des personnes dans le déni. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important, et la parole scientifique a vraiment été affaiblie, même si elle n'a pas été absente. Et même l'office parlementaire sur l'évaluation des choix scientifiques et techniques s'est attaché à la chose et a produit un rapport en ayant écouté un certain nombre de personnes. Beaucoup de questions techniques aussi. Je vous dis, le soutien technique, c'est important. Énormément de webinaires, des séances publiques aussi. On se suis rendu sur place, des dizaines d'heures à Besançon, dans le Doubs, à Perpignan. C'est très bien passé, et on voyait que les personnes avaient énormément de questions. Toutes les questions étaient légitimes, mais énormément de questions de compréhension. Des questions scientifiques, des questions techniques, des questions de gestion, qui étaient toutes fondées, et on voyait l'importance des questionnements. J'ai eu beaucoup de prises de parole qui commençaient par « j'aurais une question ». Des moyens humains très éprouvés. Ça a été vraiment dur. Pour les vétérinaires praticiens, certains sont revenus de congé ou n'en ont pas eu. D'autres qui étaient en zone indemne sont venus prêter main forte. Des étudiants des écoles vétérinaires, des professeurs des écoles vétérinaires, des vétérinaires du service de santé des armées. Il y a vraiment eu du monde, de la mobilisation, les services de l'État, évidemment, en DDPP. Tout ça a nécessité pour les uns et les autres de prioriser leur activité et de mettre d'autres activités en souffrance. Et puis en matière de souffrance, un épuisement moral et physique de toutes ces personnes. Tout le monde, à un moment donné, a eu un coup de mou. Quelques marqueurs à chaud, je continue. Alors, pour être positif aussi, bon, on peut dire quand même que dès lors qu'on respecte la stratégie que l'État a définie en CNOPSAV le 13 juillet, eh bien ça marche, ça fonctionne, la recette on l'a, si elle est respectée. C'est exactement ce qui s'est passé dans les Savoies. Et nous n'avons jamais changé d'un iota, malgré toutes les pressions, notre stratégie d'éradication, parce qu'elle était fondée scientifiquement. Je ne dis pas parce qu'elle était conforme au droit, parce que si je dis conforme au droit, on va me dire, mais finalement c'est Bruxelles qui décide pour vous. Non. On a fait ce qu'on a fait parce que scientifiquement, c'était la seule façon rapide d'atteindre l'éradication au regard de la situation française, qui n'était pas la situation des Balkans des années 2010, ni celle d'Israël, ni celle du Japon, ni celle du continent africain. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Espagnols et les Italiens. Et puis évidemment, quand un des piliers n'est pas respecté, notamment celui des mouvements, ou celui qui ne vaccine pas, on a eu des foyers sur des cheptels non vaccinés. Le dernier foyer espagnol, 106 bovins, 11 non vaccinés. Et sur les 11 non vaccinés, 4, je pense, positifs. Dépeuplement total, c'est le dernier foyer. Dans les PO, on en a eu aussi. Des réticents, des récalcitrants, des antivax. Le virus, quand il trouve une faille, il la prend. Faut pas aider la nature, faut pas aider les virus. Faut aider les services de l'État, faut aider les vétérinaires, faut aider les éleveurs. Et c'est le virus qu'il faut pas aider. Si on s'oppose aux vétérinaires, aux éleveurs moteurs et à leur organisation, si on s'oppose aux services de l'État, on n'aide qu'une seule personne,
le virus. Et c'est valable pour d'autres maladies. Nous avons aussi fait preuve d'adaptation et de pragmatisme tout au cours de cette gestion. Vous vous souvenez, au départ, il y avait des fromages ou les crus qui étaient débloqués. On a aussi adapté les mesures sur les viandes, sur les abats, sur le cuir, sur les lisiers. Il y a eu des mouvements intrazones qui n'étaient pas possibles au début et qui, compte tenu de l'évolution, on a pris le risque encadré et maîtrisé avec des conditions de dérogation, de pouvoir faire des mouvements intrazone, jamais hors zone. Et ça n'a pas déclenché de foyer. Les campagnes de vaccination, c'est une réussite. Succès. D'accord. Parce qu'on avait des vaccins, on avait des vaccinateurs. Alors, c'est vrai que toutes les maladies n'ont pas des vaccins. Pensez à la peste porcine africaine. Là, on avait des vaccins disponibles. Il ne fallait pas les fabriquer, hein. Ils étaient là dans les armoires. Banque européenne, une banque européenne de 750 000 doses de vaccins disponibles. Donc, les 750 000, la France les a pris la moitié, l'Italie a pris l'autre moitié. Gratuite, là, tout de suite. C'est pas mal quand même comme anticipation. Les vétérinaires au rendez-vous. Super mobilisation. Les éleveurs, évidemment, de demander qu'à être vaccinés. Donc tout de suite, ils ont appelé, peut-être même harcelé leur vétérinaire en disant viens hier, j'ai besoin de tout de suite. Et moi, je me souviens qu'on n'a jamais eu de pénurie de vaccins. Jamais il y a eu une pénurie de vaccins. Parfois, il y a eu de la tension, c'est-à-dire lorsqu'on livrait un cabinet 20 000 doses, 48 heures après, on nous appelait en disant il n'y en a plus, on est samedi midi, comment je fais dimanche? Voilà. Il n'y a jamais eu de tension. Quand il y a de la tension, pas beaucoup, mais il n'y a jamais eu de pénurie, ni en vaccin, ni en aiguille à usage unique, évidemment, usage unique, ni en pistolet vaccinateur, etc. Et certains vaccinations, c'était hélicoptère. Hein. L'hélicoptère ramène le vétérinaire, les doses vaccinales, le parc mobile de contention dans les estives. Hein. La surveillance, c'est essentiel. On peut s'améliorer. Quand on est dans l'action, on va à l'essentiel, mais derrière, il y a des enquêtes épidémiologiques où parfois on nous dit mais sur les 100 bovins, il y avait combien de bovins à lésion et qu'est-ce que ça donnait? Nous, on dit peu importe qu'il y avait combien de bovins à lésion. Il en suffit d'un et puis la messe est dite. Oui, mais pour la science, c'est quand même bon de savoir, etc. Oui, mais d'accord. Donc on l'a fait sur la faim. Pourquoi on l'a fait sur la faim? Parce que sur la faim, notamment dans les élevages allaitants, et en hiver, ils étaient en bâtiment. Et là, ça faisait des gros effectifs. Et dépeupler un cheptel de 209 bovins, s'il y a un bovin, un nodule positif, ce qui est légitime hein, de dépeupler total, c'est moins confortable que s'il y en a 4. Donc dans les chantiers de dépeuplement, eh bien, il y a une attention qui a été donnée dans les derniers chantiers de dépeuplement pour voir s'il n'y aurait pas d'autres bovins à lésion. Ils sont prélevés. Ça ne change rien hein, dans la gestion, hein, qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 4. Mais franchement, dans le Doubs, si vous vous souvenez, le Doubs, ça a quand même été une sacrée histoire, je pourrais en parler. Mais ça nous a aidé quand même de trouver des bovins à lésion, de vieilles lésions de plus de 3 semaines. Hein. Ça nous a aidé pour expliquer que, en gros, la maladie, elle datait pas d'hier sur des animaux vaccinés depuis 35 jours. Hein. C'est parce que le signalement était tardif. Sinon, on aurait eu un foyer sur des bovins vaccinés depuis 15 jours. Dans les enquêtes épidémiologiques, il y a un point qui est toujours très sensible, c'est mais d'où ça vient? Comment c'est arrivé? Et comme on ne sait pas comment est arrivé le premier foyer dans les Savoies, ni le premier foyer dans les Jura, ni le premier foyer en Occitanie, bah, tout de suite on dit bah, si vous ne savez pas, alors les mesures de gestion elles ne sont pas fondées. Mais non, parce qu'on ne sait pas lutter. Alors, je prends un exemple, Entre-Lacs, en Savoie, 31 foyers. Je peux vous dire qu'on peut expliquer les 30 foyers sur les 31 d'Entre-Lacs. On peut expliquer, on peut vous dire comment les 30 foyers ont été contaminés. Ils ont été contaminés par proximité avec les mouches en plein été, à partir d'un foyer de proximité. Mais je ne peux pas vous dire comment le premier foyer a été contaminé. Je peux vous dire comment c'est arrivé. Un transport illicite depuis l'Italie, certainement, avec un bovin infecté. Illicite, pourquoi? Parce qu'on a regardé 3 mois avant le 29 juin et on n'a eu aucun mouvement déclaré de bovins vivants depuis l'Italie vers les Savoies, depuis la Sardaigne vers les Savoies, depuis la Corse vers les Savoies. Bienvenue quelque part. Mais ce premier, on ne sait pas l'expliquer. Hein.
au sens où on ne sait pas qui était au volant de la bétaillère. Mais on sait dans quelle période c'était, hein, la fenêtre épidémiologique, on l'a. On sait comment c'est arrivé, on sait pourquoi. Globalement, c'est un petit peu du gain de petit. Hein. Euh, on sait les conséquences, donc on sait quand, mais on ne sait pas qui. On sait pas qui. Il n'y a que deux professions hein, qui conduisent des camions avec des bovins dedans. Et dans ces professions, il n'y a pas les services de l'État ni le vétérinaire. Euh, la capacité analytique est performante. D'accord. Donc, on a l'habitude de dire qu'il y a 4 piliers hein, dans le sanitaire. Les éleveurs, les premiers, hein, c'est les premiers, c'est eux qui ont la charge de la surveillance et d'état de santé de leurs animaux, à la fois santé animale, bien-être animal. La profession vétérinaire, hein, l'homme et la femme de l'art hein, sur les maladies animales. L'État, les services de l'État. Et puis n'oublions pas les laboratoires. 3 valences. Les laboratoires qui fabriquent des médicaments, ici le vaccin, les laboratoires qui fabriquent les kits de diagnostic. Il ne faut pas avoir de pénurie hein, sur les kits de diagnostic. Hein. C'est sensible. Hein. Et les laboratoires qui font les analyses officielles. Voilà. Donc on a eu un réseau de laboratoires. Comme cette maladie est exotique, on ne s'y attendait pas. On n'avait pas de réseau préalable de laboratoire, hein, comme en influenza par exemple, mais on avait un laboratoire national de référence, CIRAD à Montpellier, qui a fait les premières analyses hein, dans les juillet, un petit peu août, a fait les premières analyses pour la France, c'est-à-dire pour les Savoies. Et puis ensuite, on a agréé des laboratoires, on va dire de proximité, hein, Chambéry et Bourg-en-Bresse, ensuite Perpignan, et enfin Toulouse et Pau. Et puis on a de la chance, on avait une PCR DIVA pour distinguer la souche vaccinale de la souche infectieuse. J'ai bientôt fini. Des compétences hors cœur de métier. Donc, notre métier, c'est quoi? Quoi le mien? C'est de gérer des risques. On est gestionnaire de risques. On n'est pas évaluateur de risque, on gère un risque hein, sanitaire. Mais d'autres compétences ont été activées. La logistique, notamment la logistique vaccin. Les aspects juridiques, hein, on a quand même eu quelques arrêtés préfectoraux dans les tribunaux administratifs, toujours perdus pour les plaignants. Même au Conseil d'État, perdu pour les plaignants. 2 fois au Conseil d'État. Des compétences psychologiques, parce que vous avez vu la valence cruciale, vitale d'aspect psychologique. La communication, on a beaucoup communiqué, même si on est loin d'avoir convaincu tout le monde. Mais il y a des arguments et des raccourcis qui sont très difficiles à contrarier. Et puis aussi de l'accompagnement. Hein. De l'accompagnement et du soutien, de la présence, des webinaires, de la présence sur place, etc. Donc une grande communication. Aussi hors France, avec la Commission européenne, bien sûr, qui est très vigilante au suivi de la situation en France et aux mesures. Et vous vous souvenez un petit peu du coup de stress qu'on a eu au mois d'octobre, où il y a eu un embargo qui a été pris par la France avant qu'il soit pris par un autre, hein, de 15 jours, 10 000 contrôles routiers à cette occasion, avec les États membres voisins, la Suisse, évidemment, puisque on a partagé un début d'histoire sanitaire, puisque nos zones réglementées en Savoie avaient débordé sur la Suisse, l'Italie aussi, avec l'Italie pour les mouvements, à partir des zones vaccinales, avec l'Espagne, bien évidemment. Donc c'est de la diplomatie sanitaire pour ouvrir nos frontières dans des conditions acceptables. Et puis, je citais, hein, il y a aussi des mails, hein, les fameux DNC Flash Info, une centaine en 7 mois, et puis des déplacements. Devant nous, 2 moments importants. La définition de la stratégie vaccinale 2026, c'est le CNOPSAV qui en discutera lundi. 3 scénarios sur la table, ce qui n'en exclut pas un 4e si des parties prenantes en font émerger un 4e ou une sous-option d'un qui est sur table. Et puis les rétex, hein, les retours d'expérience, que ce soit au niveau central, au niveau déconcentré, avec la profession vétérinaire, avec les éleveurs, pour cranter et retenir ce qui a bien marché, et puis aussi s'améliorer, que ce soit pour cette crise ou pour une autre crise. On sait bien que les systèmes d'information, c'est toujours quelque chose d'assez crucial
à à mettre en place et donc ça fera certainement l'objet d'une feuille de route pour, cette maladie, si elle devait revenir et de toute façon, c'est toujours utile pour les autres maladies à plan d'urgence et donc je vais pas les citer plus en avant, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont à nos portes et mon dernier mot, c'est pour remercier l'académie, de tenir cette session aujourd'hui complètement dédiée, alors à la DLNC ou aux maladies, poxvirales. Donc merci pour ce moment, hein. Je sais qu'il y a du monde aussi, à distance et puis plus globalement, puisque nous sommes à l'Académie vétérinaire de France, à nos remerciements, au nom du ministère pour la profession vétérinaire. Donc l'académie a reconnu, certains vétérinaires, pour leur action, initiale d'avoir signalé le premier cas et ça nous a fait gagner un temps fou. Donc merci d'y avoir pensé. Vraiment merci. Et puis, comme l'a dit Stéphanie, au-delà de vous, les consoeurs et les confrères qui, sont intervenus dans les chantiers de vaccination, certains d'entre eux dans les chantiers de dépeuplement et c'était rude. Et puis tous ceux qui ne sont pas intervenus, mais qui ont permis aux confrères et consoeurs d'intervenir parce que pendant ce temps-là, les affaires continuaient aussi, au cabinet ou à la clinique et puis il y avait beaucoup de soutien, moral. Vous voyez que même quand on n'est plus en activité, on l'est toujours, hein. Hem Même si on se fait reprocher d'être traité sur un plateau télé. Et oui, heu, mais là, il est tombé sur un os, hein, quand même. Voilà, donc merci à la profession, dans cette académie, qui a agi aux côtés des éleveurs, aux côtés des services de l'État. Évidemment, vous l'avez compris, heu, avec le dernier foyer qui date du 2, janvier, disons qu'aujourd'hui, qu'on est à peu près 28 jours derrière, ça tombe bien, ça fait une incubation. Donc on est confiant, d'accord? Faut rester vigilant, et puis vous avez vu que psychologiquement, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette affaire. Donc ça marquera, ça laissera des traces, certainement, positives avec des choses à raconter ou des anecdotes et puis aussi des enseignements pour la suite. Parce que je sais que côté éleveur, il y a de l'attente. Vous savez qu'il y a eu des indemnisations pour les foyers, mais il y a beaucoup de demandes aussi pour les pertes indirectes, pour ceux qui étaient dans une zone avec des contraintes, mais il y a pas d'indemnisation. Il y a des indemnisations, pour les foyers. Pour, les élevages, il y a un fonds d'urgence, hein, qui a été doté de 22 millions d'euros, par exemple. Donc il y a de l'attente aussi, il y a des réflexions sur la structuration du modèle sanitaire, français, et puis on peut renvoyer à d'autres sujets qui, ne sont pas mis sous le tapis, mais qui ont quand même été mis en relief cette fois-ci, hein, les déserts vétérinaires, hein. Le rôle de la profession vétérinaire en tant que vétérinaire sanitaire, en tant que vétérinaire mandaté, hein. Le rôle aussi de l'encadrement des éleveurs, hein. Vous avez vu qu'il y a quand même eu des clivages, dans cette crise. Donc il en restera toujours quelque chose, du bon et de la réflexion pour s'améliorer et se préparer à la suite. Voilà, merci à vous.